Le 7 janvier 2025, Jean-Marie Le Pen s'éteint à 96 ans, loin des tribunes qui avaient fait de lui l'un des hommes les plus redoutés et les plus controversés de France. Sa famille parle d'un départ entouré des siens. Pourtant, l'absence de Marine ravive aussitôt les rumeurs de solitude et de rupture. Mais le dernier secret n'est peut-être ni un testament caché, ni un aveu tardif. Il se trouve dans la chute silencieuse d'un homme qui avait bâti un parti, avant de perdre peu à peu son pouvoir, sa place, puis sa propre mémoire. Avant de devenir une voix qui divisait la France, Jean-Marie Le Pen fut un adolescent marqué par une absence. Son père, marin breton, disparut pendant la Seconde Guerre mondiale, laissant une famille privée de repères. Cette blessure n'explique pas toute sa trajectoire, encore moins ses choix futurs. Mais elle éclaire peut-être son obsession pour la force, l'autorité et l'image d'un pays qui ne devait jamais paraître vulnérable. Très tôt, il transforma la fragilité en défi. Dans son langage, le monde se partageait rarement en nuances. Il y avait les fidèles et les traîtres, ceux qui résistaient et ceux qui cédaient. Son passage par l'Indochine, puis par l'Algérie, renforça cette vision militaire de la politique. La nation devenait un territoire à défendre, le débat une bataille, et l'adversaire un ennemi. La guerre d'Algérie resta l'une des ombres les plus lourdes de son parcours. Jean-Marie Le Pen défendit l'usage de la torture dans certaines circonstances, tout en niant l'avoir personnellement pratiquée. Les accusations et les polémiques l'accompagnèrent pendant des décennies. Au lieu de désamorcer le scandale, il choisit souvent l'affrontement, persuadé que reculer aurait été interprété comme une faiblesse. Cette méthode devint sa signature. Plus on le condamnait, plus il renforçait l'image d'un homme assiégé par les élites. Chaque controverse lui permettait de se présenter comme celui que le système voulait faire taire. Il comprit que l'indignation pouvait offrir une visibilité immense et qu'un responsable politique n'avait pas besoin d'être aimé pour devenir incontournable. Même son œil gauche participa à cette légende. Contrairement aux récits entretenus autour d'une agression politique, la perte de sa vision venait d'un accident survenu en 1965 lorsqu'il plantait un piquet pour monter une tente. La blessure entraîna des complications, puis une cataracte. Pourtant, le bandeau noir fut vite intégré à son apparence publique. Il lui donnait l'allure d'un combattant revenu du front, une silhouette immédiatement reconnaissable. Jean-Marie Le Pen ne se contentait donc pas de faire de la politique, il mettait en scène un personnage. Sa voix puissante, ses plaisanteries provocatrices, ses références historiques et son goût du duel formaient une armure. Derrière elle, l'homme réel devenait difficile à distinguer de l'orateur qu'il avait inventé. Avant de bâtir un parti capable de survivre près de 40 ans, il avait construit son propre mythe. Mais un mythe ne suffit pas à conquérir le pouvoir. Pour passer des marges au cœur du débat national, il lui faudrait encore de l'argent, un réseau, des ennemis visibles et une crise assez profonde pour obliger toute la France à le regarder. Pendant longtemps, Jean-Marie Le Pen resta un homme des marges. Son parti avançait loin des grandes formations françaises. Pourtant, il comprit qu'une organisation minoritaire pouvait survivre avec des moyens financiers, un réseau fidèle et une capacité constante à attirer l'attention. En 1976, une bombe détruisit l'immeuble où vivait la famille Le Pen. Jean-Marie, son épouse et leurs 3 filles échappèrent au drame. Pour les enfants, la violence politique cessa d'être une abstraction. Elle devint une explosion réelle, des vitres brisées, et la conviction que leur nom pouvait faire de chacun une cible. L'année suivante, un héritage considérable, reçu d'un riche sympathisant, changea les possibilités du Front national. Ces ressources permirent à Jean-Marie de poursuivre une bataille que les partis traditionnels pensaient condamner. Son ascension ne reposa donc pas seulement sur son talent d'orateur, elle fut aussi soutenue par une base matérielle capable de financer des campagnes et une présence durable. Jean-Marie développa ensuite une méthode redoutable. Il provoquait, choquait, puis transformait chaque condamnation en preuve qu'il dérangeait le système. Ses adversaires voulaient l'isoler, mais leurs attaques le rendaient plus visible. Il n'avait pas besoin d'être aimé. Il lui suffisait d'occuper l'espace, de forcer la télévision à parler de lui et de convaincre une partie du public
que le scandale confirmait son courage. Cette stratégie lui permit d'installer dans le débat des thèmes liés à l'immigration, à l'insécurité, à l'identité nationale et à la souveraineté. Longtemps, ces sujets restèrent associés à une force jugée infréquentable. Pourtant, à mesure que les crises s'accumulaient, certains électeurs commencèrent à y entendre une réponse à leurs inquiétudes. Le 21 avril 2002, tout bascula. Jean-Marie Le Pen accéda au second tour de l'élection présidentielle. La France découvrit avec stupeur que l'homme qu'elle croyait enfermé aux frontières du pouvoir venait de franchir un seuil historique. Dans les rues, la colère éclata. Pour lui, cette soirée représentait l'aboutissement de décennies de patience, de scandales et de fidélité à sa méthode. Ce succès révéla aussi une limite. Jean-Marie savait conquérir une place centrale, mais pas gagner la majorité. Sa personnalité mobilisait ses partisans autant qu'elle unissait ses opposants. Il pouvait bouleverser le jeu sans briser le plafond qui lui fermait l'Élysée. Après 2002, une question devint inévitable. Qui pourrait transformer ce choc en conquête réelle du pouvoir? Jean-Marie crut que la réponse se trouvait dans sa famille. Il choisit Marine comme héritière, sans comprendre qu'elle devrait effacer une partie de son père pour aller plus loin que lui. Chez Jean-Marie Le Pen, la frontière entre vie privée et combat politique fut toujours fragile. Il parlait de famille, d'ordre et de transmission, mais son foyer fut traversé par des ruptures, des humiliations publiques et une rivalité qui finit par gagner ses filles. Son mariage avec Pierrette Lalanne se termina dans un climat cruel. Lorsqu'il déclara qu'elle pouvait travailler comme femme de ménage si elle avait besoin d'argent, Pierrette répondit en posant pour Playboy en 1987. L'épisode dépassa le scandale mondain. Il révéla une famille où les blessures intimes se réglaient sous les yeux du pays. Leurs 3 filles grandirent dans cette atmosphère. Elles connurent les campagnes électorales, les gardes du corps et la peur des attentats. Après l'explosion de 1976, la politique ne fut plus seulement l'activité du père. Elle entra dans la maison, brisa les fenêtres et installa l'idée que chaque membre de la famille pouvait être visé. Marine apprit très tôt à vivre dans cette forteresse. Jean-Marie vit en elle une héritière naturelle. En 2003, il la nomma vice-présidente du Front national. En 2011, elle prit la tête du parti. Aux yeux du père, la transmission semblait accomplie. Le nom, l'organisation et le combat restaient dans la famille. Mais cet héritage était empoisonné. Marine devait à son père sa place, son réseau et une grande part de son capital politique. Pourtant, pour atteindre l'Élysée, elle ne pouvait pas simplement répéter sa méthode. Elle devait conserver les électeurs du fondateur, tout en rassurant ceux que son langage repoussait. La relation changea alors de nature. Marine n'était plus seulement une fille, elle devenait une dirigeante qui devait contredire, corriger, puis contenir son père. Jean-Marie, lui, exigeait une fidélité proche de la soumission. Il voulait qu'elle réussisse davantage que lui, sans renoncer à l'essence du mouvement. Cette contradiction transforma la succession en piège. Plus Marine prenait son autonomie, plus Jean-Marie y voyait une trahison. Plus elle cherchait à élargir le parti, plus elle devait réduire la place du fondateur. La dynastie qu'il avait voulue produisait son contraire. Une guerre entre le père et l'héritière. Des années plus tard, lorsque Jean-Marie devint dépendant, Pierrette revint parmi les rares personnes autorisées à lui rendre visite. Ce retour tardif ne réparait pas les humiliations anciennes, mais rappelait que les liens familiaux ne disparaissent jamais complètement. Ils se taisent, puis réapparaissent lorsque le temps manque. Bientôt, Marine devrait choisir entre protéger son père et protéger l'avenir du parti. En 2015, ce choix cessa d'être privé. Il devint une rupture nationale. En 2015, le conflit entre Jean-Marie Le Pen et Marine éclata devant toute la France. Le fondateur du Front national répéta que les chambres à gaz n'étaient qu'un détail de la Seconde Guerre mondiale, puis affirma ne rien regretter. Pour Marine, ces mots menaçaient la stratégie qu'elle poursuivait depuis son arrivée à la tête du parti. Elle voulait rendre le mouvement fréquentable, séduire des électeurs sensibles aux questions d'immigration, de sécurité ou de souveraineté, mais hostiles aux provocations du passé. Chaque déclaration de son père
ramenait le parti vers les accusations d'antisémitisme, de racisme et de proximité avec les anciennes franges de l'extrême droite. Marine condamna publiquement ces propos. La direction engagea ensuite une procédure qui aboutit à l'exclusion de Jean-Marie. Il serait inexact de présenter cette décision comme un ordre personnel signé par une fille contre son père. Elle passa par les instances du parti, mais puisque Marine dirigeait cette organisation, la distinction juridique n'effaçait pas la violence symbolique du geste. Jean-Marie avait décidé pendant des décennies qui pouvait parler au nom du mouvement. Il se retrouvait jugé par ceux qui l'avaient installé. À ses yeux, il ne s'agissait pas d'une modernisation, mais d'une trahison. Le père ne voyait plus une héritière, mais une dirigeante prête à sacrifier le fondateur pour obtenir l'acceptation du système qu'il avait combattu. Sa colère devint intime lorsqu'il déclara que Marine devrait se marier afin de ne plus porter le nom Le Pen. Ce nom, autrefois transmis comme un héritage, devenait une arme qu'il voulait reprendre. La rupture politique se transforma en rupture familiale, exposée devant les caméras. En 2018, Marine remplaça le nom Front National par Rassemblement National. Jean-Marie parla de suicide politique. Pour lui, l'ancien nom contenait près de 40 années de combat et de fidélité. Pour elle, il était devenu une frontière empêchant le parti d'atteindre une majorité plus large. Marine ne supprima pourtant pas tout l'héritage idéologique de son père. L'immigration, l'autorité, l'identité nationale, la souveraineté et la méfiance envers l'Union européenne restèrent au cœur du discours. Ce qui changea surtout fut le vocabulaire, l'image et la distance prise avec les déclarations les plus scandaleuses. Cette rupture ressemblait à un meurtre symbolique. Pour faire vivre l'œuvre politique du père, Marine devait réduire sa présence et contester son autorité. Jean-Marie avait voulu créer une dynastie. Il découvrait qu'une héritière véritable ne se contente pas de recevoir un empire. Elle le transforme, quitte à en fermer la porte à celui qui l'a bâti. Après son exclusion, Jean-Marie Le Pen assista à une scène autrefois inimaginable. Le parti qu'il avait fondé progressait sans lui, gagnait de nouveaux électeurs et se rapprochait du pouvoir au moment même où son propre visage devenait encombrant. Marine Le Pen atteignit à 2 reprises le second tour de l'élection présidentielle. Le Rassemblement national s'imposa comme l'une des principales forces politiques françaises. Pour Jean-Marie, ce succès avait quelque chose de cruel. Les thèmes qu'il avait portés pendant des décennies entraient au centre du débat, mais l'homme qui les avait imposés devait rester à l'écart. Marine avait compris ce que son père refusait d'accepter. Pour élargir son électorat, il ne suffisait pas de conserver un discours sur l'immigration, la sécurité, la souveraineté ou l'identité nationale. Il fallait aussi en modifier le ton, choisir d'autres mots, montrer un visage plus calme et parler davantage du pouvoir d'achat ou de la vie quotidienne. Le parti ne reniait donc pas entièrement son héritage. Il en sélectionnait les éléments utilisables. Il gardait les combats capables de mobiliser, tout en effaçant les déclarations qui ramenaient les accusations d'antisémitisme, de racisme ou de banalisation de la Shoah. Jean-Marie devint ainsi un paradoxe vivant. Sans lui, le mouvement n'aurait peut-être jamais acquis une telle visibilité. Mais avec lui au premier plan, il risquait de perdre les électeurs que Marine cherchait à convaincre. Chaque ancienne provocation, chaque phrase ressortie des archives rappelait que le chemin vers l'Élysée passait par une mise à distance du fondateur. Sa défaite la plus douloureuse ne fut donc pas la perte d'un titre. Il fut retiré du centre d'une histoire qu'il avait lui-même écrite. Son nom restait puissant, son influence demeurait visible, pourtant, l'avenir du parti exigeait qu'il apparaisse comme une figure du passé. Il serait toutefois trompeur de parler d'une victoire idéologique totale. La société française n'accepta jamais l'ensemble de son langage, de ses références ou de ses positions. En revanche, plusieurs sujets autrefois confinés aux marges furent repris, reformulés, puis discutés par des forces bien plus larges. Le Rassemblement national conservait donc une partie de la carte dessinée par Jean-Marie, mais changeait de guide, de méthode et d'apparence. Le père avait ouvert la route. La fille voulait atteindre le palais, même si cela signifiait avancer sans lui. Puis survint une autre forme d'effacement. Tandis que le parti approchait du pouvoir, le corps de Jean-Marie se fragilisait,
et sa mémoire commençait à lui retirer jusqu'au souvenir des victoires qu'il avait autrefois poursuivies. À mesure que le Rassemblement national avançait vers le pouvoir, Jean-Marie Le Pen entrait dans une bataille plus silencieuse. L'homme qui avait rempli des salles dépendait de médecins et de proches pour les gestes les plus simples. À partir de 2022, son état physique se dégrada. Un accident vasculaire cérébral léger imposa une hospitalisation. En avril 2023, un épisode cardiaque inquiéta son entourage. Puis, en novembre 2024, une faiblesse générale entraîna de nouveaux examens. Son corps, présenté comme celui d'un combattant, cessait d'obéir à sa volonté. Mais la détérioration la plus profonde touchait sa mémoire. En 2024, 2 expertises médicales estimèrent que ses capacités cognitives étaient trop altérées pour répondre aux magistrats dans l'affaire des assistants parlementaires européens. Il fut dispensé de comparaître et placé sous protection juridique, permettant à ses 3 filles de surveiller les décisions importantes. Le renversement était brutal. Celui qui avait dirigé un parti et imposé son rythme à sa famille ne contrôlait plus sa propre existence. Marine, Yann et Marie-Caroline devenaient les gardiennes d'un père affaibli. Des visiteurs racontèrent qu'il ne reconnaissait plus des responsables et oubliait des moments majeurs de sa carrière. Le 21 avril 2002, date qui avait bouleversé la France, pouvait lui devenir étrangère. La télévision restait allumée, mais le monde politique défilait sans lien avec ses souvenirs. Ses journées commençaient tard. Il se réveillait l'après-midi, faisait quelques pas dans le jardin avec de l'aide, puis regagnait un univers réduit. Quelques chansons, formules latines, plaisanteries ou slogans surgissaient encore. Il donnait parfois l'impression que l'ancien tribun était toujours là. Pourtant, ses éclats ressemblaient surtout aux réflexes d'une vie passée devant la foule. La famille limita les visites et aucun journaliste ne put le rencontrer à partir de 2023. Cette protection empêchait les caméras de transformer sa dépendance en spectacle. Elle préservait aussi l'image d'un homme qui avait fait de la force et de l'orgueil sa marque. Pierrette, son ancienne épouse, revint parmi les rares personnes admises auprès de lui. Ses filles se rapprochèrent également. Rien ne prouve que toutes les blessures furent effacées, mais lorsque la mémoire s'effondre et que le temps se raccourcit, les querelles politiques peuvent céder une place fragile à la responsabilité familiale. Lors d'une dernière apparition, Jean-Marie évoqua sa foi catholique et le réconfort qu'elle lui apportait. Le dernier secret n'était donc pas un aveu caché. C'était la disparition de l'homme derrière le personnage, jusqu'au moment où même ses triomphes ne lui appartenaient plus vraiment. Le 7 janvier 2025, Jean-Marie Le Pen mourut à 96 ans dans un établissement de soins à Garches, à l'ouest de Paris. Sa famille annonça qu'il s'était éteint à midi, entouré de ses proches. Cette formule évoquait un départ paisible, mais elle ne précisait pas qui se trouvait dans la chambre, ni ce qu'il restait des liens familiaux après tant d'années de rupture. Marine Le Pen n'était pas présente. Elle revenait de Mayotte et apprit la nouvelle lors d'une escale au Kenya. Son absence nourrit aussitôt les récits d'une mort solitaire. Pourtant, elle ne prouve pas que Jean-Marie ait été abandonné. La réalité semble plus nuancée. Un père et une fille séparés par une blessure politique jamais effacée, mais rapprochés par la maladie, le temps et le devoir familial. Des obsèques privées furent organisées à la Trinité-sur-Mer, sa terre natale. Puis à Paris, plus de milliers de personnes assistèrent à une cérémonie d'hommage sous forte protection policière. Familles, dirigeants du Rassemblement national, fidèles de longue date et figures de l'extrême droite, se retrouvèrent autour de son nom. À l'extérieur, certains pleuraient, d'autres célébraient sa disparition. Même mort, Jean-Marie Le Pen continuait de diviser. La disparition de l'homme ne mit pas fin aux affaires attachées à son parcours. En juillet 2025, le tribunal de l'Union européenne confirma que sa succession devait rembourser plus de 303 000 € liés à des dépenses du Parlement européen. Ses 3 filles poursuivirent la procédure après sa mort sans obtenir gain de cause. Elles héritaient donc non seulement d'un nom et d'une histoire, mais aussi de dettes politiques, financières et judiciaires. Son héritage reste impossible à résumer par une victoire ou une défaite.
Jean-Marie Le Pen contribua à replacer l'extrême droite au centre de la vie politique française. Il imposa des thèmes longtemps rejetés aux marges. Mais son nom demeure aussi lié à des condamnations, à des propos antisémites, à la stigmatisation de minorités et à la banalisation de la Shoah. Le parti qu'il avait créé s'approcha du pouvoir en changeant de nom, de ton et de visage. Pour progresser, il dut conserver une partie de ses idées tout en éloignant son fondateur. C'est peut-être là sa défaite la plus intime. Avoir vu son œuvre survivre grâce à une transformation qui le rendait lui-même indésirable. À la fin, son adversaire le plus redoutable ne fut ni la justice, ni ses ennemis, ni Marine. Ce fut l'oubli. Tandis que son parti avançait, sa mémoire se refermait peu à peu, jusqu'à rendre lointains ses triomphes comme ses humiliations. Jean-Marie Le Pen ne fut pas effacé de l'histoire. Mais avant de mourir, il avait déjà commencé à disparaître de sa propre histoire. Jean-Marie Le Pen laisse derrière lui une trace que la France ne peut ni célébrer sans réserve, ni effacer. Son parti a grandi en transformant son héritage, tandis que sa propre place se réduisait jusqu'au silence. Au terme de cette vie faite de conquêtes, de scandales et de ruptures, le dernier paradoxe demeure. Il a rapproché son camp du pouvoir, mais il n'a pas pu empêcher que son nom devienne à la fois une fondation, un fardeau et une blessure transmise à ceux qui lui ont survécu.